C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission La Tribune des éditos. C'est un rendez-vous de votre télévision True TV pour décrypter, analyser, parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses des différents médias. Pour ce numéro, il sera essentiellement question du déplacement du chef de l'État à Solenzo par la route où il a livré un discours à la nation. Il sera également question de promotion immobilière avec, cette fois-ci, l'annonce de réforme par le chef de l'État depuis Bobo Dioulasso. Le drame de Nounan sera également abordé et enfin à l'international, il sera question de la coalition de l'opposition politique contre Ali Bongo. Et pour ce numéro, je suis accompagné par Daouda Kinda, il est journaliste au quotidien. Bonsoir et bienvenue. Merci. Nous sommes également accompagnés par Ousmane Paré, il est journaliste indépendant. Bienvenue. Merci, bonjour tout le monde. Et enfin, nous avons Michel Nana, il est journaliste aux éditions Le Pays. Bonjour. Le président de la transition à Solenzo, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de mission et de guerre pour l'exemple. Eh bien, Daouda Kinda, c'est le titre de l'édito de votre journal Le Quotidien. Sur ce déplacement, quelles sont les grandes lignes de l'édito? Forcément, d'abord, ça accroche. Parce que si mes informations sont exactes, depuis que nous vivons cette crise sécuritaire délétère là, c'est la toute première fois que le chef de l'État se déplace par la route et pour aller sur une ligne de front. Les autres présidents y sont allés, le président Roch Marc Kaboré il est allé, le président Damiba également, mais c'était pas, ils ont été héliportés. Mais cette fois-ci, je pense que c'est un symbole, il y est allé par la route. Je rappelle que bien avant son déplacement, Solenzo... Enfin, il y a eu une vaste offensive qui a été menée dans cette partie du pays-là qui a permis de libérer cette zone qui était sous emprise terroriste, il faut le dire, parce que ces hommes armés non identifiés là ont pris Solenzo, il faut le dire, et chassé toute l'administration. Donc à travers l'opération Félo, si je ne me trompe pas, on a pu reconquérir cette partie du pays là. Donc en se déplaçant à Solenzo par la voie terrestre, c'est un signal fort que le chef de l'État a voulu donner, parce que c'est un symbole quand même, Solenzo, le symbole de la reconquête de notre territoire, parce que d'ailleurs c'est ce pourquoi ils sont là. Ils se sont engagés à reconquérir notre territoire. C'est vrai que c'est peut-être dans un bref délai, mais c'est leur engagement. Et je pense que et les discours, les mots aussi choisis dans son discours là aussi sont actuellement dans le contexte là sont appropriés, parce que ça aurait été auparavant, en temps normal, on allait faire le bilan de toutes les actions, que ce soit sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'élevage, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur tous les plans, on allait le faire. Mais cette fois-ci, vous voyez que c'est le président, le chef de l'État était focus sur la question sécuritaire. C'est parce que tout est tributaire de la question sécuritaire. Sans sécurité, on ne peut pas parler éducation. Sans sécurité, on ne peut pas parler santé, développement et tout. Donc, il est resté focus sur la situation sécuritaire en montrant, vous voyez, armes en bandoulière, en tenue et toujours avec ses gants, tenue de combat, pour montrer que oui, nous sommes au combat, parce que la situation actuelle là, dans cette situation, nous ne pouvons pas être en fête. Nous ne pouvons pas être en fête, et pendant que peut-être que le citoyen lambda a l'esprit peut-être à la fête, le soldat sur le terrain, il se bat jour et nuit pour que quand même nous puissions vivre dignement, et c'est d'ailleurs ce pourquoi ils ont pris le pouvoir le 30 septembre. D'accord. Alors Ousmane Paré, la particularité de ce déplacement, c'est le trajet par la route. Beaucoup parlent d'un symbole, certains parlent d'une imprudence. Quel est votre avis?
Je crois qu'il y a tout à la fois. Hein. Je ne vais vraiment pas entrer dans des détails par rapport au reportage que nous avons suivi sur la télévision nationale, parce qu'il y a aussi beaucoup d'éléments qui peuvent amener à se poser vraiment beaucoup de questions, quoi. D'abord sur l'opportunité, sur la pertinence d'un certain nombre d'éléments. Mais en parler, c'est comme justement jeter de l'huile sur le feu. L'objectif n'est pas à ce niveau. Mais ce qui me dérange, c'est de façon globale tout ce qu'il y a comme stratégie de communication. Nous sommes dans une situation tellement difficile qu'il faut éviter peut-être de centrer la communication sur une personne, mais qu'on soit dans une logique de centrer la communication sur l'État. Parce que ce que nous avons, en fait, les défis, c'est pas aujourd'hui, c'est aussi demain. Parce qu'il y a l'impérieuse nécessité de sortir de la crise sécuritaire que nous traversons, mais il y a aussi le besoin justement de préparer et l'avenir. Donc je pense que tout ce qu'on fait, on doit penser nation, on doit penser la crise sécuritaire de façon globale. On parle de plus en plus donc de sécurité humaine, donc une sécurité qui englobe tous les pans, en fait tous les secteurs d'activité, et non une sécurité envisagée sous l'angle purement sécuritaire, en fait le tout militaire. C'est pas vraiment cela, c'est pas seulement ça la crise que nous traversons. C'est vrai, on a parlé de la route, mais on peut imaginer un peu comment ça s'est passé, de quelle partie à quelle partie. Donc on a eu la route, sinon que ça se serait su. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Donc, et puis après, comment les autres détails justement se sont combinés. Je le dis parce que quand on essaie d'aller un peu trop en profondeur par rapport déjà au matériel qu'on a, on s'est dit qu'il y a longtemps, on avait réglé déjà la crise que nous sommes en train de traverser. Des radars qui permettent de détecter des terroristes à des kilomètres avec des moyens qui permettent justement de les localiser, de les cibler et puis de les anéantir. On se dirait que, en fait, si c'est aussi simple que ça, on arrive facilement à détecter des mines, voilà, qui sont déposées, et voilà, à quelques mètres on s'arrête et puis on s'en va, on démine et puis on continue. C'est beaucoup plus complexe que cela. Donc je le dis pour que on puisse aussi mieux articuler la communication. Quand je dis éviter la communication centrée sur l'individu, je suis de ceux qui, depuis plusieurs années, sous Roch Kaboré, qui ont demandé, par exemple, à ce qu'on puisse mieux définir la stratégie des médias, par exemple, par rapport à la crise sécuritaire que nous sommes en train de travailler. Il ne s'agit pas de faire de la propagande, mais il s'agit d'avoir une communication bien structurée, avec, par exemple, des émissions, aussi bien dans les médias publics que dans les médias privés. Vous avez vu pendant la pandémie de Covid-19, tout ce qu'il y a eu comme programme pour communiquer autour de la pandémie de Covid-19. Mais ça fait 7 ans que nous traversons une grave crise sécuritaire. Vous n'avez aucun programme média par rapport à la crise sécuritaire. Donc c'est là que je dis, on sort justement de ces petits éléments qui sont bons d'ailleurs pour le moral, je le dis, hein, c'est très bon pour le moral. Ça rassure, ça permet de mobiliser la population autour donc, du chef de l'État qui est le symbole aujourd'hui donc central dans cette lutte contre le terrorisme, mais il faut aller un peu au-delà. Moi, je suis de ceux qui pensent, par exemple, qu'il faut avoir, quand je parle de programme, c'est vrai, il y a des émissions, il y a, par exemple, des productions cinématographiques par rapport à cette crise que nous sommes en train de traverser. Fabriquer des héros. Vous savez, quelqu'un comme Yoro, il devient quoi dans la crise? Yassir Sawadogo, il devient quoi dans la crise? Il y a beaucoup de grands militaires qui sont tombés de façon vraiment symbolique, de façon vraiment, je ne sais pas s'il faut dire magnifique, mais ce sont des symboles, ce sont des héros de la nation. Donc j'imagine une communication qui puisse tenir compte de l'ensemble de ces éléments. Parce que je le dis, quand on centre cela sur un individu, sur le chef de l'État, en même temps que c'est bon, parce que ça permet de mobiliser la population, ça peut avoir des dérives. Mais est-ce que l'on n'a pas besoin de cette communication recentrée un peu par moment sur le chef de l'État? Parce que c'est tout de même un symbole, un exemple donné aux forces de défense et de sécurité. Certains, dans l'édito du quotidien, on a parlé de supérieurs hiérarchiques qui restaient dans les bureaux. Est-ce que c'est pas un modèle qu'on donne à travers cet exemple et cette communication? Oui, je l'ai dit, c'est bon pour le moral. J'ai dit aussi que ça permet de mobiliser la population autour donc, du chef de l'État. Je suis tout à fait d'accord. Ça permet de galvaniser la troupe. Ça permet aux soldats qui sont sur le terrain de se dire qu'en réalité, ils ne sont pas du tout seuls. Il y a le chef de l'État qui prend des risques. Ça donne un message à la population, justement, que le chef de l'État, j'ai vu des commentaires, les gens disent, ah, lui, il prend des risques pour nous, donc nous, on n'a pas le droit de dormir. Mais quand je dis auto-centré, mais quelle est la suite?
Parce qu'à partir de cet élément, on s'attend justement à ce qu'il y ait d'autres éléments qui mobilisent aussi bien les forces de défense et de sécurité que la population. Donc pour moi, ça s'inscrit dans une stratégie, mais ce n'est pas un élément isolé. Quand on fait des éléments isolés, en fait, on est dans la propagande. Ça sert plus un individu que la nation. Je ne suis pas contre ce qui s'est passé. C'est bon. Je dis tout simplement qu'on aurait pu faire mieux si on s'inscrivait dans une stratégie globale. D'accord. Alors Michel Nana, il est question de symbole. Quand on suit l'édito du quotidien, il dénonce un peu la communication qui serait recentrée sur la personne du chef de l'État. Quel est votre avis? Ici, la préoccupation, ce n'est pas le chef de l'État en tant que tel. La préoccupation, c'est le Burkina Faso. Et si c'est le Burkina Faso qui est en jeu, effectivement, il faut éviter de rentrer dans cette logique du culte de la personnalité. Il faut éviter cela. Mais je reconnais quand même que le président est le leader, et celui qui tire le wagon, c'est tout à fait normal qu'il soit mis à la lumière. Moi personnellement, il a les faits, mais lui-même il a justifié pourquoi il a fait la route. Et si j'ai bien écouté, il a dit que ce n'est pas une question de bravoure. C'est pour inviter les chefs, la hiérarchie, à être proches des éléments. Et moi, l'espoir que j'ai, c'est que les chefs militaires là écoutent ce que le chef d'État a dit et qu'ils soient proches de leurs éléments. Pas rester dans les bureaux, pas rester très loin et laisser les petits soldats trimer ou souffrir des aléas de cette guerre-là. D'accord. Alors Daouda Kinda, il y a cette phrase dans votre édito qui a tout de même retenu l'attention. Vous dites: il n'est plus question pour les chefs et autres supérieurs hiérarchiques des FDS de se la couler douce dans les bureaux climatisés. Expliquez-nous un peu. Oui, justement, auparavant, qu'est-ce qui n'a pas été dit? D'ailleurs, même en le disant, et Michel Nana l'a rappelé, le chef de l'État, en se déplaçant, il a martelé que ce n'est pas un acte de bravoure, mais c'est pour inviter les chefs à être au plus près de leurs troupes. Auparavant, qu'est-ce qui n'a pas été dit? C'est que les officiers supérieurs, les officiers, en tout cas les chefs militaires, beaucoup de chefs militaires étaient dans le bureau, se contentant juste peut-être de donner des directives, mais difficile, où il était rare de les voir sur le terrain. Il était vraiment très rare. Beaucoup, on les voyait, beaucoup se construire des bunkers, des grosses villas, beaucoup de choses. Mais quand il s'agit maintenant d'aller sur le front et faire la guerre, bon, ils sont assis dans les bureaux et c'est le pauvre soldat qui trime, qui donne sa poitrine pour sauver ce pays-là. Donc, en se rendant sur le terrain en tant que chef de l'État, président de la transition, chef suprême des armées, c'est montrer que si la première personnalité de l'État se rend sur le terrain, ça veut dire que en tant que peut-être officier subalterne ou officier supérieur, tout le monde doit aller sur le terrain, parce que dans ce contexte-là, on doit oublier peut-être toute la littérature sur l'armée, On doit pouvoir oublier ça et se rendre sur le terrain et faire la guerre. Dans d'autres pays, ce sont tes actions sur le terrain qui te donnent tes galons. Ce n'est pas forcément les Ce n'est pas le cas au Burkina? Oh non, c'est beaucoup plus théorique. Je ne suis pas un fin connaisseur de la chose militaire. Si c'était le cas, nous, on a eu combien de guerres au Burkina? Voilà, mais on a des généraux, on a des colonels majors, on a des colonels, où est-ce qu'ils ont eu leur galon là? C'est beaucoup plus théorique. C'est actuellement, pendant que nous sommes dans une phase critique de notre nation là, que ces officiers supérieurs là, que ces militaires là doivent pouvoir montrer qu'ils ont fait l'art de la guerre. Et vous remarquerez que ce sont eux qui ont fait les plus grandes écoles de guerre du monde. Saint-Cyr et j'en oublie, hein. Ils ont fait les plus grandes écoles de guerre du monde et aujourd'hui, ils doivent pouvoir aller sur le terrain, être au plus proche des troupes parce que ces jeunes qui viennent de sortir là, ils ont besoin d'être recyclés tout le temps. L'instruction militaire, c'est tout le temps.
il ne faut pas t'asseoir à Ouaga ou à Bobo ou dans les grandes villes là, donner les directives pour qu'ils aillent sur la ligne de front. Et quand c'est chaud, bon... Et parfois, discuter avec les jeunes soldats, beaucoup te disent que, par exemple, le chef de corps, bon, il n'est jamais venu là-bas. Avant, pas maintenant. Peut-être que maintenant, en tout cas, on espère que les choses ont peut-être changé, mais beaucoup nous ont rapporté des informations comme ça. Beaucoup. Donc, on s'est dit que à partir en tout cas, du premier coup d'État, d'abord le coup d'État du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, on a vu que les officiers étaient envoyés sur le front. Voilà, des officiers supérieurs, parce que je sais que peut-être qu'il y a des officiers subalternes, mais les officiers étaient envoyés sur le front. Et on va revenir un peu plus au deuxième coup d'État au coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. D'accord, on reviendra plus en profondeur, mais en attendant Ousmane Paré, il y a au fond ce discours qui a été prononcé par le chef de l'État depuis Solenzo. Il y a eu plusieurs discours de fin d'année que l'on a vus. Est-ce que ça a été à la hauteur de vos attentes? C'est assez difficile justement d'en parler parce que c'est vrai il y avait des éléments assez intéressants là-dedans en termes donc de mots, en termes d'expression, en termes de phrases, donc pour mobiliser aussi bien la troupe, encourager les éléments qui sont sur le terrain et que la population. Mais encore une fois, ce que je déplore sans être quelqu'un qui te peint tout en noir, c'est la structuration d'ailleurs du discours. Vous savez que c'est un domaine, c'est mon domaine de recherche. Et dans le discours, il y a ce qu'on appelle l'une des possibilités en fait qu'offre le discours, et surtout en temps de crise, c'est de pouvoir mobiliser des gens et construire ce qu'on appelle une opinion favorable à une cause bien déterminée. Donc, c'est carrément une stratégie, ok, avec des objectifs bien spécifiques, avec des intentions qui sont prédéfinies. Donc, si vous prenez le mot au fond, je crois qu'on passe un peu à côté, parce que on a plus l'impression qu'il s'agit, je ne dirais pas de quelque chose d'improvisé, mais de quelque chose de pas tout à fait structuré. Et je crois que c'est peut-être une volonté du chef de l'État d'éviter de faire un discours bien organisé comme on a l'habitude de le voir. Je ne dis pas forcément de lire un texte, mais au moins qu'on ait un discours bien structuré qui va d'un élément à un autre. Mais c'est un style qui consiste tout simplement à parler. Voilà, on a l'impression qu'il parle justement à la population. Ce n'est peut-être pas mauvais en soi, mais peut-être que ça demande beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de structuration, parce que c'était un peu la même stratégie quand vous suivez un peu les discours de quelqu'un comme Thomas Sankara, mais sauf que là il y a des éléments, des maillons qui manquent dans la stratégie. Je prends 2 ou 3 exemples. On avait un discours de fin d'année qui ressemblait beaucoup plus à un discours sur les événements de Solenzo qu'à un discours véritablement de fin d'année. En principe, après les événements de Solenzo, on devrait avoir un discours justement du chef de l'État qui puisse, à partir du symbole fort justement des forces de défense et de sécurité, qui remettent le drapeau en place. Vous avez vu juste quelques images, les médias ont relayé. Il n'y a pas eu autre élément autour de cela. Alors que pour moi, ça devrait être le point de départ justement de la stratégie, de la lutte qu'on est en train de mener contre le terrorisme. Donc on n'a pas eu ça. Donc c'était une sorte de rattrapage. Si vous prenez les premières minutes, là, en grande partie, il parle de Solenzo, il félicite les forces de défense et de sécurité. Il revient un peu sur la gouvernance, mais on oublie un grand pas de l'année 2022. Pour moi, c'est pas mauvais. En fait, c'est pas bon en tant que tel, parce que ne pas le dire, l'oublier, c'est aussi manquer l'occasion de mettre tous les éléments ensemble pour qu'on sache exactement où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Et vous voyez qu'en termes de perspective, à part les éléments liés à la lutte, notamment contre la corruption, on n'a pas assez d'éléments. Qu'est-ce qu'on attend concrètement des populations aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme? C'est un élément qui manque beaucoup. La question donc je ne dirais pas de la crise économique, mais quand vous voyez les difficultés économiques que nous traversons, on demande par exemple la contribution, le prélèvement de 1% donc auprès des fonctionnaires, des travailleurs du privé comme du public. Ce sont des éléments, je crois que c'était l'occasion pour le chef de l'État de montrer pourquoi
justement, tout le monde devrait s'engager pour accompagner le gouvernement dans le travail qui est en train d'être fait. Solenzo représente un symbole. Comment justement, à partir de ce symbole de Solenzo, on reconstruit la nation? Est-ce que Solenzo, c'est un élément qu'on prend dans l'ensemble justement? Je crois que tous ces éléments, en mon sens, ça a manqué dans les discours du chef de l'État. Donc, pour moi, on marque une sorte d'arrêt. On dit, voilà ce qu'on a traversé, voilà où est-ce qu'on est. Voilà le défi qui nous attend, voilà ce qu'on attend de chacun justement d'entre nous. Il a évoqué... Il a tout de même parlé de la consolidation des acquis du retour de l'administration à Solenzo et dans les autres villes. Tout à fait, il y a la manière de dire, mais justement, comment est-ce qu'à partir de là, on mobilise tout le monde? C'est ça le plus important. Par exemple, il a évoqué quelque chose comme le changement de tactique dans la lutte contre le terrorisme. Il dit il y a un changement de tactique, mais au niveau de la stratégie, il n'y a pas d'élément. Il dit la stratégie va venir après. Mais ça aussi, c'est important justement de montrer comment il y a 50 000 volontaires, s'il vous plaît, qui ont été recrutés. Quelle est leur place justement dans cette tactique? Et 90 000 qui ont déployé les dossiers, mais je crois Donc, je crois qu'il y a des informations. Je ne dis pas d'entrer dans les détails, de dévoiler des secrets, mais qu'à partir de là, au-delà de l'enthousiasme que ça suscite, qu'on puisse susciter des actions concrètes de la part de la population. Mais aussi qu'on parle à l'armée. Ce n'est pas un secret aujourd'hui de dire qu'au sein de l'armée, il y a des soucis. Donc aussi bien son déplacement qui est symbolique, la prise de Solenzo qui est symbolique, ça devait être des éléments constitutifs justement de ce discours du chef de l'État. Et je crois que ça aurait permis justement d'aller au-delà et de l'émotion qu'on a eu. Vous avez vu que juste après, ça s'est estompé. Parce que comme je l'ai dit, que ce soit les déplacements, que ce soit ça, on ne sent pas une stratégie globale dans laquelle ça s'inscrit. Alors qu'il faut que des discours, on puisse passer à des actions et que de plus en plus on sente qu'on quitte un niveau vers un autre niveau. Il y a eu cette mention qui a été faite au cours du discours sur la lutte contre la corruption. Comment est-ce que vous l'avez apprécié, Michel Nana? C'est l'un des engagements qu'il a pris. Et il entend réformer la gouvernance. Et maintenant, ce sont des mots. Ce sont des mots qu'il a utilisés. Maintenant, on va voir la mise en œuvre. Parce que pour refonder la gouvernance du Burkina Faso, il faut tellement de choses. Et je pense qu'il a annoncé qu'il y aura une concertation des acteurs avec le Premier ministre pour voir comment effectivement, quel levier actionner pour que cette gouvernance soit refondée. Et pour ce qui est du discours, moi je pense que c'est un discours c'est pas un discours en tant que tel, en parlant sur le plan académique. Comment est-ce que vous l'avez alors? C'est juste un message qu'il a livré, tout comme d'ailleurs il a fait à sa prestation de serment au niveau du Conseil constitutionnel. Tout à fait. D'accord. Même le 11 décembre. Il dit les choses telles qu'il les ressent, telles qu'il les sent. Je crois que c'est la personnalité du chef de l'État même qui transparaît dans ce message-là. Et une personnalité qui est connue que pour être un homme de terrain. Est-ce que vous avez l'impression que les attentes des Burkinabés sont ressorties de ce discours? Les attentes des Burkinabés, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Hein. Tout ce que les Burkinabés veulent, c'est la sécurité. Et si vous regardez le reportage, le reportage là sur la progression, oui, diffusé sur la télévision nationale. Je crois que ce message là a été beaucoup plus reçu que ce que le président a dit. Les gens regardent plus l'image du président en cours de route que ce qu'il a dit devant le Haut Commissariat de Solenzo. Je pense que attendez, Burkinabé, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Et tout le monde sait, c'est la sécurité. Et je crois que le président est focus là-dessus. D'accord. Alors, au-delà de ce discours, on sait que 2023 est une année décisive pour le Burkina Faso. Et sur la question, au niveau du quotidien, vous avez intitulé un édito 2023, année de tous les espoirs. Ouais. De quoi l'année 2023 sera-t-elle faite? That is the question, comme le disent si bien les anglophones. Ce qui est sûr, c'est que les Burkinabés ont des attentes. C'est le retour de la paix,
c'est le retour de la sécurité, c'est le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. Ça au moins c'est sûr. Et ce qui est également sûr, c'est que les attaques terroristes vont se poursuivre. Mais c'est à nous, c'est à nos forces de défense et de sécurité, c'est à nos volontaires pour la défense de la patrie de redoubler encore plus, et à l'ensemble de la population, de redoubler encore plus d'ardeur, de redoubler encore plus de vigilance, de renforcer les actions pour que quand même on puisse garantir cette paix et cette sécurité tant recherchée. Et on ne passera pas sous silence ce qui a marqué quand même l'année 2022. 2022 a été marqué d'abord, à mon sens, ce qui a fait beaucoup plus l'actualité, ce sont ces 2 coups d'État. Le 24 janvier, Roch Marc Christian Kaboré, qui d'abord a été élu en 2016, c'est ça, en 2016, puis réélu encore en 2020. Largement, il a été élu avec une large majorité, mais qui avait toutes les difficultés du monde à juguler cette crise terroriste-là. Vous voyez que, en tout cas, cela a conduit à ce que les événements du 24 janvier là arrivent. Et c'est d'ailleurs ce que le putschiste, le lieutenant-colonel Damiba et ses acolytes ont justifié en tout cas la situation sécuritaire délétère là pour prendre le pouvoir. Quoique un coup d'État dans notre contexte là, en tout cas, ça ne s'expliquait pas parce que nous sommes dans un État démocratique et les coups d'État ne peuvent pas s'expliquer. D'accord. Et en 3 mois de gestion, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de quoi être optimiste pour 2023? En 3 mois de gestion, d'abord du colonel, du capitaine Traoré, c'est l'espoir. L'espoir. Vous avez dit année de tous les espoirs. Oui, c'est l'espoir. C'est l'année de tous les espoirs, comme nous l'avons relevé dans notre édito, parce que nous avons espoir. Celui qui vient, nous avons espoir. Finalement, on fait quoi? On a espoir que c'est... j'allais parler comme des acteurs de la société civile qui disent ouais, c'est le Dieu qui est venu nous sauver. Moi, je n'irai pas à dire que c'est l'envoyé de Dieu sur terre pour nous sauver. Mais la sécurité, le retour de la sécurité, la paix, c'est ce que le Burkinabé attend actuellement. Donc l'espoir là, c'est qu'on puisse nous donner cette paix tant recherchée là à travers les actions qui seront déployées sur le terrain. Les acquisitions de matériel, le recrutement des volontaires, le renforcement du dispositif de renseignement, tout ça doit pouvoir contribuer à ce que nos objectifs là soient atteints. Parce qu'on ne peut pas mener tout ça et aller jusqu'aux élections et voir qu'on n'a même pas bougé d'un iota. D'accord. Alors, Ousmane Paré, beaucoup estiment que 2022 a été une année blanche. Comment entrevoyez-vous la nouvelle année 2023? Avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. Et au regard déjà de ce que nous traversons, il le disait tantôt, le confrère Kinda, par rapport déjà au grand espoir que les gens nourrissent au point justement de faire du chef de l'État un Dieu, un envoyé de Dieu pratiquement. Donc vous voyez que nous sommes dans une situation où les gens ne veulent pas de contestation, tout ce qu'il fait c'est bon, et quand vous essayez même de dire qu'on aurait pu faire mieux, on vous demande ce que vous cherchez. Parce que tout ce qu'il fait, les gens se disent c'est comme ça devrait être fait. Donc, quand on est dans cette situation, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on l'a vu dans une certaine mesure avec Damiba. Et vous voyez, sous Damiba, on nous a dit que la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme avait été adoptée. Ceux qui ont essayé de se poser des questions, on les a traités de tous les noms. Le président Traoré, dans son discours à Sorenzo, dit qu'on n'a pas de stratégie. Qu'on n'a pas de stratégie. Depuis 2016, on est dans une crise sécuritaire, on n'a pas de stratégie. Et vous voyez, le président, il a reconnu, il est au niveau tactique. Le président ne peut pas aller au niveau, parce que c'est un homme de terrain, il est au niveau tactique. Et il ramène tout le pays, toute la lutte contre le terrorisme au niveau tactique. Alors que les gens vous diront, c'est pas évident qu'on puisse gagner une guerre au niveau tactique. La guerre se mène au niveau stratégique. C'est la stratégie qui définit la tactique sur le terrain. Mais si vous êtes au niveau tactique, vous oubliez l'aspect stratégique, après,
vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ça a été la même chose depuis Sourok Kaboré. On n'a pas de stratégie. Donc, on pense que le problème est à ce niveau. On règle ça. Après, on se rend compte que non, ce n'était pas là le problème. On va à ce niveau. Donc, vous voyez qu'on est en train de tâtonner. Quand je dis certaines choses, pas que je suis contre ce qui est en train de se... Vous êtes assez dubitatif pour 2023. Oui, parce que avec d'abord ce que vous avez, la question communautaire qu'on refuse d'indexer, mais qui ne fait que s'envenimer. Pour moi, on va parler tout à l'heure. Il faut qu'on ait le courage tout simplement de poser les problèmes sur la table. C'est là, entre autres insuffisances du discours, je veux dire, qui ne nous avait pas suffisamment projeté dans le futur. Pour qu'on sache d'abord comment on va sortir de cette crise et les difficultés, le prix à payer, justement, et surtout l'avenir. Est-ce qu'il y aura la question des élections? Ça tient toujours, ça ne tient pas. Comment, en fait, on mobilise tout le monde dans cette lutte contre le terrorisme? On ne peut pas se dire que les gens doivent savoir. Mais des fois, quand vous parlez, les gens disent ça doit être comme ça. Non, on doit amener justement les gens à faire en sorte que ce soit ainsi. Et ça, c'est le travail justement du gouvernement, c'est le rôle justement du chef de l'État. Donc moi, j'ai beaucoup d'appréhension. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas optimiste, parce qu'on sait tous que c'est notre dernière chance pratiquement. Parce que si ce pouvoir échoue, je crois qu'on va toucher le fond. Vous savez qu'il y a une étude qui a été menée ici au Burkina en 99. Burkina, comment dirais-je, voilà, perspective Burkina 2025. Donc quand vous prenez, vous avez les étapes qui ont été envisagées. Pour vous dire, on est pratiquement dans une situation assez grave, qui ne doit pas nous empêcher de la réflexion. On fait confiance au chef de l'État, on lui a confié notre destin, on sait que c'est lui qui va nous sortir de la situation. Il faut qu'on ait le courage de réfléchir, il ne faut pas qu'on évite ça. Donc moi j'ai des peurs, j'espère qu'on va s'asseoir, qu'on va discuter, surtout qu'on va trouver le juste milieu. Alors Michel Nana, le navire Burkina Faso est en train de battre son pavé au niveau de la mer. Comment est-ce que vous trouvez pour la suite? Est-ce que vous êtes optimiste? On a écouté Ousmane parler tout à l'heure. L'horizon n'est pas si clair que cela, mais est-ce que vous êtes plus optimiste? Moi, je ne veux pas parler d'optimisme. Déjà, je constate qu'on a perdu l'année 2022 sur tous les plans. Sur le plan sécuritaire, on a perdu l'année. Sur le plan des acquis démocratiques et politiques, on a perdu l'année. Sur le plan économique, on a perdu l'année. On a tout perdu en 2022. Alors, en 2023, bien sûr, on ne peut pas ne pas espérer. On est obligé, pour survivre, on est obligé de espérer. Et c'est vrai qu'il y a des motifs, il y a des éléments qui peuvent nous rendre tristes, qui peuvent nous désespérer. Mais je pense que par obligation, on doit réussir. Et on doit réussir là, ça passe d'abord par l'action de ceux qui ont pris le pouvoir. Ils l'ont arraché par deux fois parce qu'ils estiment que ceux qui étaient là étaient des incapables. Et ils n'avaient pas les moyens, tous les moyens possibles pour résoudre le problème auquel les Burkinabés étaient confrontés. Alors s'ils l'ont arraché, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de nous rendre cet espoir-là. Ils ont la possibilité de résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. Et c'est une obligation. Et pour ce faire, je pense que déjà, on a besoin de sérénité. Parce que ça va dans tous les sens actuellement. Ça va dans tous les sens. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'on n'a plus le temps de réfléchir à quoi faire ensemble et individuellement pour conduire le pays. Que ce soit au niveau national, même au niveau international. Nous sommes en train de tout brouiller. On ne sait pas quoi faire. Je pense que c'est une obligation que tous les acteurs s'asseyent, se disent les vérités et que chacun fasse correctement son travail. Que les militaires fassent correctement leur travail. Que les politiques qui sont en bas, qui observent, qui sont en stand-by, sortent et qu'ils fassent correctement leur travail. Que les religieux, tous les leaders d'opinion, là où chacun dans son rôle, que chacun fasse correctement son travail. Parce que si chacun ne fait pas correctement son travail là, on ne peut pas s'en sortir.
D'accord. Alors, et pendant que plusieurs Burkinabés avaient la tête à la fête, on entrait dans la nouvelle année 2023. Il y a eu ce drame à Nounan. Selon le communiqué officiel du gouvernement, 28 personnes auraient perdu la vie dans des circonstances non encore élucidées. Comment avez-vous accueilli cette information, Daouda Kinda? C'est très triste. Hein? C'est vraiment très triste. Ça nous rappelle un peu le drame de Yirgou. Ça aussi, c'était en début d'année 2019, voilà, presque dans les mêmes conditions. Hein. C'est vraiment très, très triste. On pensait on ne savait pas que des drames comme ça pouvaient se reproduire. Parce qu'on a attaqué le QG des Dozo de la localité. On conduit une mission punitive dans 2 secteurs de la ville. Et on massacre des gens, et rien que, je ne vais pas dire rien que pour leur appartenance ethnique, mais parce qu'on soupçonne ces derniers-là d'être des indiques, d'être des agents de renseignement, d'être de mèche avec ceux qui sont venus nous attaquer. C'est vraiment très déplorable et inquiétant aussi, parce que si 2019 a pu se produire, enfin si Yirgou a pu se produire, les événements de 15 se sont produits et beaucoup plus dans d'autres localités. Je sais qu'il y a une année également, il y a eu une situation comme ça à Tanwalbougou, une autre localité là où on envoyait les corps venir inhumer, je ne sais pas si c'était à Fada ou à Tanwalbougou là. Et jusqu'à aujourd'hui, ça devient comme un cycle en fait. Tout le temps, on conduit des missions punitives comme ça. Et Dieu seul sait combien de missions punitives comme ça se mènent dans nos différentes contrées. Il y en a. Peut-être parce que ce n'est pas médiatisé. Sinon, il y en a. Et c'est ça aussi la crainte avec les supplétifs de l'armée. C'est cela aussi la crainte. Je crois que des organisations de la société civile, des ONG, un certain nombre des ONG de l'humanitaire ont pointé un peu cette situation-là, que ces supplétifs de l'armée-là, au lieu d'être dans la dynamique que l'armée veut, qu'on mène beaucoup plus qu'il soit beaucoup plus des actions de représailles. C'est ça aussi la crainte. Donc on souhaite que ce genre de drame-là, franchement, ne se reproduise pas, parce que ça va nous conduire beaucoup à la dérive, et au lieu que ça puisse nous apporter des effets bénéfiques, c'est tout le contraire que nous allons récolter. Et on ne le souhaite pas. Alors Ousmane Paré, il a dit tout à l'heure, ces événements rappellent un peu Yirgou, il y a 4 années de cela. Est-ce qu'au-delà de tout, il faudrait accepter que le Burkina a mal dans son vivre ensemble? Tout à fait. Je crois que ça, c'est un fait clairement établi aujourd'hui. Il suffit de regarder un peu la polémique juste après. Moi, j'appelle ça vraiment de la polémique sur les réseaux sociaux. Les gens ne se cachent plus pour dire qu'il y a telle communauté et qui est directement, en fait, qui est la communauté terroriste. Les gens ne se cachent même plus pour le dire. Parce que quand vous essayez de raisonner, les gens vous disent, mais pourquoi il n'y a que eux? Pourquoi vous voyez, où est-ce qu'on en est? Mais vous imaginez, il y a combien de terroristes au Burkina? Quand on évalue avec tout ce qu'il y a comme chiffre, on peut pas dépasser 10 000. Les piles sont combien au Burkina? 3 millions. 3 millions au Bamou. Donc 10 000 sur 3 millions. Vous voyez un peu ce que ça fait? Parce qu'on pense que c'est la question communautaire a pris beaucoup de dessus. Si on ne dit pas que ce sont des Peuls, on vous dit que ce sont des musulmans. Je crois que dans les subconscients de beaucoup de personnes, quand on voit quelqu'un avec une barbe, avec un pantalon sauté, on dit djihadiste. Je crois qu'au lycée, on a tous connu ça, des gens qui portaient des boubous, on les appelle des djihadistes, Ben Laden, etc., etc. Donc je crois que c'est ce problème-là qui est là. Donc on a le portrait robot du terrorisme. Ce qui est grave, c'est que ce n'est pas seulement au niveau du commun des Burkinabés. Au sommet de l'État, dans la hiérarchie administrative, des gens ont de plus en plus cette conviction. Dans l'armée, de plus en plus, les gens ont cette conviction-là.
Donc quand vous envoyez des militaires en mission avec ça en tête, des gens vous disent, je me rappelle la dernière fois, c'était assez embêtant, on partait en mission au Ouaga avec des gens, il y a un qui avait et comment ça s'appelle voilà, qui avait un turban, donc et puis il était peul, même s'il n'a pas les traits d'un peul, et juste dans le véhicule les gens l'interpellent, il ne faut pas nous créer des problèmes. Parce que tout le monde était convaincu qu'on allait avoir beaucoup de difficultés lors des contrôles. Parce que quand on vous voit avec un turban, systématiquement, on va vous interpeller. Le délit de faciès. Donc, comme il y a ça dans le subconscient de la population, quand il y a un problème net, c'est le peul. Donc, vous voyez la situation que ça peut créer. C'est là que je disais, ce qui m'embête le plus, c'est qu'il y a un silence autour de la question. Vous voyez que les peuls sont en train de se débattre. On a l'impression qu'à chaque fois, il faut qu'ils se justifient. C'est à peu près la même chose, même pour la communauté musulmane. Les gens disent, si par exemple, c'est pas l'islam, pourquoi les leaders musulmans n'en parlent pas? Si c'est pas les peuls, pourquoi les responsables peuls ne disent pas que c'est pas eux? Donc, pour moi, chacun a sa part de responsabilité, certes, mais il faut que l'État porte le discours officiel. Ça s'est passé depuis Yirgou. L'État n'a pas communiqué autour de ça. Ça se dit partout. Qu'est-ce qu'on dit au sommet de l'État? Il va falloir, c'est là que je dis, pour moi, même ce n'est pas le chef de l'État, au niveau, on doit pouvoir organiser quelque chose. Même si c'est une grande émission, c'est un panel autour de la question communautaire, les exactions que certaines communautés subissent, pour qu'on puisse dire c'est quoi exactement le fond du problème. Parce que je me dis que les gens, quelque part, ont raison. Moi, j'ai eu des discussions avec des gens qui peuvent être de bonne foi, mais parce que ces personnes ont reçu beaucoup de fausses informations, justement, liées à certaines attaques terroristes. Donc, les gens ont fini par faire des opinions. Des gens ont besoin d'être sensibilisés. Des gens ont besoin, justement, de comprendre c'est quoi. Vous savez que depuis les 7 ans qu'on subit, on n'a même pas encore dit aux gens c'est quoi le terrorisme. Vous voyez qu'on continue de parler d'individus armés non identifiés. Pourtant, ce sont des gens qu'on connaît. On ne sait même pas. On n'a pas, par exemple, les groupes qui sévissent. On n'a pas suffisamment parlé des motifs, justement, des groupes terroristes. Parce qu'aujourd'hui, encore, les gens vous disent on ne sait même pas ce qu'ils veulent, alors que tout le monde sait ce qu'ils veulent. On se rappelle encore que sous Damiba, il y avait eu un processus où il y avait des discussions pour que certains puissent déposer les armes, et on admet maintenant officiellement qu'il s'agit de Burkinabés qui auraient pris des armes contre d'autres Burkinabés. Tout à fait, on a pris beaucoup d'années avant d'en arriver là. C'est là que je dis, il faut qu'officiellement on porte le discours. On a toutes les informations, on sait qui nous attaque, on sait pourquoi ces personnes nous attaquent, on sait pourquoi des populations sont perçues aujourd'hui comme des complices de ces groupes terroristes. Si vous me permettez, je termine par cela, dans une localité où on m'a rapporté un monsieur a eu la vie sauve de justesse parce qu'il était boutiquier et les terroristes venaient se ravitailler au niveau du village. Le village était sous embargo justement de ces groupes terroristes-là. Et quand les soldats sont arrivés, les gens sont allés dire justement aux soldats que voilà, quand ils viennent, voilà où ils se ravitaillent. Donc on s'est dit qu'il est complice. Mais quand on vous rapporte après les détails de comment ça se passait, vous vous rendez compte que les gars, il n'a absolument rien à voir. Vous avez des gens dont les fils, des hommes, des pères de famille, dont les fils se sont enrôlés dans les groupes terroristes, qui sont venus menacer leurs propres parents. Il y a des parents qui ont dénoncé leurs enfants. Mais après, on vient encore, quand souvent ce soit des forces de défense et de sécurité, souvent des volontaires qui viennent encore s'en prendre à ces personnes. Vous voyez un peu le double martyre que subissent certaines personnes. Donc pour moi, il faut suffisamment expliquer, dire aux gens c'est quoi nous sommes en train de traverser. Parce que l'autre objectif, justement, qu'on perd de vue souvent, c'est que l'objectif principal des groupes terroristes, c'est pas peut-être forcément de prendre le pays et puis le gouverner comme en Afghanistan. Je dis peut-être pas, mais c'est aussi de créer une grave crise dont on ne va jamais s'en sortir. Leur objectif, comme à Yirgou, ils l'ont dit. Ils ont dit qu'ils l'ont fait pour défendre les Peuls, et les Peuls qui ont refusé justement de les soutenir, ils disent qu'ils vont venir les réprimer. Et après, ils ont dit, on vous a dit, vous avez refusé de nous rejoindre, voilà ce qu'on est en train de faire de vous. Donc, il ne faudrait pas que les terroristes apporte une victoire encore sur cette question communautaire-là. D'accord. Alors Michel Nana, selon les informations, il s'agirait de supplétifs de l'armée en attendant que les enquêtes donnent la véracité. Est-ce que vous avez également l'impression que dans cette lutte-là, il y a eu peut-être une stigmatisation, et comment est-ce qu'on peut venir à bout de ce phénomène, éviter un autre Yirgou, éviter un autre Nona? La question ne se pose pas
sur la question, sur l'aspect stigmatisation, ça c'est vérifié. C'est vérifié. Je pense d'abord ce qui s'est passé à Nouna est l'illustration que au niveau de la beaucoup du monde, les choses sont en train d'aller en vrille. C'est la région qui fait actuellement l'actualité en termes d'attaque, en termes d'atrocité. Pour les supplétifs de l'armée, moi personnellement je suis mal à l'aise par rapport au sujet. Mais c'est une situation qui intervient au moment où plus de 50 000 sont en formation. Ouais. Je suis mal à l'aise parce que d'abord, il faut éviter de charger notre armée sans avoir tous les éléments nécessaires. Il faut aussi protéger les innocents qui sont pris ou bien qui pourront être pris à partie dans cette lutte-là. Les innocents qu'on va tuer pour rien. Il faut les protéger. Et je pense que ce qu'il faut faire, il faut une initiative politique et sociale pour effectivement avoir une stratégie qui nous permette ensemble de nous dire la guerre, voici nos ennemis. C'est seulement à eux que nous devons nous attaquer, mais pas à quelqu'un d'autre. Je crois que les communautés religieuses l'ont dit à l'occasion des fêtes. Notre ennemi, c'est pas une communauté, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une entité précise. Nous avons en face de nous des individus qu'il faut combattre. Et il faut savoir aussi que les terroristes sont intelligents. Parce que pourquoi ils sont allés s'attaquer au domicile du chef d'Ozo? Parce qu'ils savent que s'ils s'attaquent au chef d'Ozo, forcément il y aura une réplique. Et la réplique là, dans cette réplique là, il y aura forcément des représailles. Et les représailles là, ça va contribuer à donner du crédit, à donner du tonus à ce que les terroristes font. C'est le piège que j'entendais à Yirgou. Ils vont s'attaquer et ils tuent le chef du village. Ils tuent celui qui fait le Wakman là. Celui qui prépare le Wak là. On va le tuer. Dans le comité Mouara, aller tuer un chef de village, c'est une déclaration de guerre. Et dans le contexte où nous sommes là, vite fait, les choses dérapent. Et c'est ce qui nous arrive. Je pense que, comme je l'ai dit, nous avons besoin de lucidité, nous avons besoin de sérénité. Et il faut que tout le monde y contribue. C'est pas en fustigeant, pas en stigmatisant. Non, il faut que chacun se mette dans la logique de la République pour que nous puissions sauver nos vies. Nous puissions sauver les familles qui peuvent être prises à partie dans cette guerre-là. D'accord. Et en quelques mots, on va aborder l'autre actualité de la semaine qui a été marquée par le déplacement du chef de l'État à Bobo, où il a rencontré les forces vives et il était question du foncier. Et sur la question, le quotidien a intitulé son édito « Problème foncier au Burkina », le capitaine Traoré donne un coup de pied à la fourmilière. Oui, vous savez que le problème foncier, c'est l'une des plaies actuellement de notre société. On en parle, c'est une bombe à retardement depuis des années, c'est ce qu'on dit, avec le boom des sociétés immobilières, avec les deals de parcelles de certains leaders politiques qui se sont trempés un peu dans ces deals de parcelles-là. C'est une bombe à retardement comme certains l'ont relevé. Et d'ailleurs, le président de la transition, lorsqu'il a rencontré les forces vives à Bobo-Dioulasso, la question lui a été posée, mais qu'est-ce qu'on fait finalement de cette situation-là? Parce qu'on ne peut pas rester éternellement là, on ne bouge pas, on ne prend pas de décision ferme là-dessus. C'est vrai que
sous le dernier gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré avait quand même essayé de mettre sur la table cette question-là avec le ministre Bénéwendé Sankara. Malheureusement, le coup d'État est arrivé, donc on est passé à autre chose. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, le président de la transition a été clair. Nous allons prendre à bras le corps ce problème-là, et ça va toucher certaines personnes. Ça ne va pas forcément, les décisions que nous allons prendre ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Mais il faut que finalement on tranche sur cette question-là, on règle ce problème. Ça fait combien d'années il n'y a plus de lotissement? Ça fait quand même longtemps. Pourtant, les Burkinabés ont droit au logement. Donc il va falloir quand même que ce ne soit pas seulement des déclarations. On sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, hein. Même si on l'a évoqué dans son discours, il n'a pas parlé des élections, mais quand même, si on s'en tient au calendrier qui a été retenu avec la CEDEAO, il n'en a pas pour longtemps. Donc, comme c'est un gouvernement de transition, il peut toujours, c'est vrai que c'est la sécurité, la priorité des priorités, mais quand même on a plusieurs mots dans ce problème foncier-là. D'accord. Certains disaient que si c'est un régime avec des acteurs élus, c'est difficile puisqu'il y a des enjeux électoralistes, politiques et tout ça derrière. Voilà. Mais comme c'est des acteurs qui n'ont pas à rendre compte demain à une base électorale, ils peuvent déjà mener des actions révolutionnaires sur ce problème de logement-là et qu'on en finisse définitivement et pour éviter un autre drame dans le drame que nous vivons déjà. D'accord. Alors très rapidement, après l'ALT qui avait demandé en fin d'année une numérisation des parcelles avant fin décembre 2023, cette fois-ci, c'est le chef de l'État lui-même qui donne un coup de pied dans la fourmilière, pour reprendre votre expression. Il y a eu ce discours à chaque fois que nous avons des autorités à la tête de l'État burkinabé, mais est-ce que cette fois-ci, on peut le faire? Il a parlé du temps de la transition qui n'est pas assez longue. Est-ce que vous y croyez maintenant? J'espère que c'est un homme de parole et qu'il va tenir justement sa promesse, parce qu'il y a eu d'autres occasions où des choses lui ont été demandées et il dit qu'il ne pouvait pas le faire. Et là, il s'est clairement engagé justement à apporter de l'ordre, donc en tout cas mettre de l'ordre dans les secteurs. Je crois qu'il a même annoncé des contrats qui seront résiliés, donc beaucoup de choses qui seront faites. On ne peut que croire, même si on a le droit aussi d'avoir des appréhensions, parce que comme le disait Kinda, c'est pas aujourd'hui, depuis 2015. On a voulu, sous la transition, on a voulu réorganiser les secteurs. Ça ne va que ça va de mal en pire. Pour dire qu'ils sont les acteurs, c'est des milliards qui sont en jeu. Ce sont des acteurs qui sont très très influents. Il suffit de penser à Saba pour vous rendre compte que c'est un problème beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Pensez à Saba ces dernières années et pensez que ceux qui sont responsables de ce qui est arrivé à Saba dorment tranquille et vous vous demandez justement comment on pourra. Et vous avez vu récemment les opérateurs, les acteurs du domaine, c'est pas eux-mêmes après leur sortie. Et ce qui m'a beaucoup sidéré, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est des étudiants, ils ont fait sortir. Ouais. Des étudiants. Donc vous voyez un peu comment justement ils sont prêts à tout pour s'accrocher un peu à ces éléments. On espère tout simplement que le président Traoré aura le courage, la force nécessaire d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit. D'accord, on n'est plus par le temps, on va terminer avec vous, Michel Nana. Et cette fois-ci, on va parler d'élections au Gabon. 2023 est une année électorale et l'opposition politique gabonaise s'organise sur la question. Votre édito est intitulé « Coalition politique et OSC contre Ali Bongo, tant qu'il y aura au Ogoué ». Effectivement, en 2023, le Gabon organisera 3 élections, présidentielles, législatives et municipales. Et c'est dans cette perspective que l'opposition, la société civile a mis une coalition en place intitulée Plateforme Alternance 2023, avec comme objectif affiché faire partie Ali Bongo du pouvoir et bien sûr son parti qui dirige le pays depuis 55 ans. Alors, dans notre édito, nous avons salué cette démarche unitaire de l'opposition et de la société civile, parce que quoi qu'on dise, c'est dans une démarche pareille contribue quand même à renforcer la démocratie en tant que telle au niveau du Gabon. Maintenant, le problème que nous posons, c'est qu'il ne suffit pas de mettre une coalition en place. Il faut
il faut se battre, il faut avoir la stratégie. Et en la matière, comme on le dit, le chef de l'État qui est là, son papa, avait dit qu'on n'organise pas des élections en Afrique pour les perdre du moins. Excusez-moi. Donc, comment Ali Bongo peut organiser une élection présidentielle en 2003 et la perdre, ça c'est une question. Parce que déjà, quand on se rappelle de la dernière élection présidentielle, il y avait eu des magouilles électorales, des fraudes, et notamment dans la zone d'origine du président, le Haut-Ogooué. Ouais. C'est devenu le symbole de la magouille électorale au Gabon. Donc, nous pensons que déjà la plateforme, dans sa stratégie, doit d'abord travailler à avoir un processus électoral transparent et crédible. Voilà. Si les conditions ne sont pas réunies pour que ces élections-là soient transparentes, il ne faut pas espérer pour cette plateforme-là de pouvoir déboulonner Ali Bongo dans quelques mois. D'accord, alors 10 secondes chacun. Est-ce qu'il faut craindre pour le Gabon? Oui, vous savez, les élections en Afrique, ça a toujours été décrit, en tout cas dans un certain nombre de pays. Surtout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, les élections ont toujours été décriées. Moi, ça me fait sourire. Pourtant, ça ne devrait pas faire sourire parce que dans un pays, lorsque le problème de l'alternance se pose, il y a toujours des problèmes. Même unis, l'opposition au Gabon aura du mal à terrasser Ali Bongo et son parti politique. Et comme ils l'ont relevé, le Haut-Ogooué, c'est quand même la zone des Bongos. C'est difficile d'aller, pour quelle que soit la coalition, en tout cas pour le moment, d'aller renverser la tendance là-bas. Pourtant, si le Haut-Ogooué est favorable à Ali Bongo, il va rester là pour des siècles et des siècles. D'accord, alors en 15 secondes, l'alternance a toujours été un problème. Est-ce qu'il faut craindre pour le Gabon? Oui, je crois qu'il faut craindre le pire. Déjà, la dernière élection, ce n'était pas du tout simple, même si officiellement on ne le dit pas. Vous savez qu'au Gabon, on a 2 présidents parce que l'autre n'a jamais reconnu sa défaite. Il a toujours des discours de fin d'année. Justement, donc vous imaginez ce qui peut arriver. Je crois que c'est l'occasion. Malheureusement, la société civile aussi n'est pas aussi dynamique que cela. Peut-être c'est d'interpeller l'Union africaine et puis les organisations sous-régionales à anticiper sur ces crises en travaillant en sorte qu'il y ait de la transparence et peut-être que les populations puissent se réveiller, faire la bagarre dans les urnes et non attendre après pour s'entre-déchirer. Et voilà qui marque un point final à votre émission La Tribune des éditos. Merci à l'équipe technique qui a permis sa réalisation et merci à vous qui l'avez suivi. On se donne un rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro, mais d'ici là, portez-vous bien.